souhaite la bienvenue à cette conférence. Je voudrais vous entretenir d'un sujet qui touche la grande majorité des immigrés vivant en Occident. Il s'agit des retraits abusifs des enfants immigrés par les services sociaux des différents pays européens en général et ceux de la Suède en particulier. Ces retraits d'enfants sont sans doute connus de vous, soit parce que vous en aviez largement entendu parler à travers les journaux, les réseaux sociaux, etc. Soit parce que un de vos proches en a été victime. Car les victimes se comptent par milliers dans le rang des immigrés dans les différents pays occidentaux. Et concernant ma famille et moi, sommes victimes de ces faits suite au retrait abusif de notre fils Hans Quaglo le 25 mai 2012. Et cela nous a permis de rentrer dans l'âme du système social suédois pour découvrir enfin qu'il s'agit d'une grande escroquerie bien organisée depuis plusieurs décennies et qui continue de nos jours. Les rapports de retrait des enfants immigrés sont tronqués à dessein pour accabler les parents. Les assistants sociaux et leurs complices rusent avec la loi régissant la garde des enfants et mineurs. C'était un réseau bien organisé et consolidé depuis plusieurs années qui s'étend à la Cour européenne des droits de l'homme. D'où l'impossibilité pour un parent de gagner un procès face à ce réseau mafieux. Nous allons vous le démontrer à travers cette conférence. Cependant, nous avons pu observer trois attitudes face à ces retraits. D'abord, il y a ceux qui regardent, mais font semblant de ne rien voir et qui se rendent complices de ces faits. Ensuite, ceux qui en sont les victimes résignées et qui souffrent, pleurent en silence et demeurent impuissants face à la machine infernale que représente le service social suit. Enfin, il y a ceux comme nous qui se battent en utilisant toutes les voies de recours en justice, tous les moyens de communication pour neutraliser ce réseau qui détruit chaque année des milliers d'enfants immigrés. Par exemple, en Suède, il y a entre 26 000 et 30 000 enfants qui sont retirés chaque année. En France, c'est autour de 200 000 enfants. Et nous allons nous concentrer sur le cas particulier de la Suède. Cependant, nous avons pu observer trois attitudes face à ces retraits. C'est pourquoi je vous invite, chers journalistes, à nous accompagner dans ce combat en relayant l'information, car nous nous sommes rendus compte que par la ruse et la manipulation, les services sociaux de différents pays européens ont réussi de façon subtile à mettre dans la conscience collective qu'ils aident les parents immigrés dans l'encadrement et l'éducation de leurs enfants. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait le contraire. En effet, les faits montrent que les enfants, une fois arrachés, sont soumis à des actes inhumains, viols, sodomie, manque d'entretien et de suivi, etc. Le comble est que tout cela se passe dans un mutisme doublé de l'indifférence coupable des autorités suédoises, de la presse et des organisations dites des droits de l'homme, comme Amnesty International, Transparency International, Human Rights Watch. Comme je l'ai dit précédemment, je suis moi-même une victime. J'ai donc décidé d'écrire ce livre témoignage afin d'éclairer d'une part la lanterne des uns et des autres sur le fonctionnement de cette mafia composée de juges, policiers, psychologues, du bureau de greffe de la Cour européenne des droits de l'homme et bien d'autres. Et d'autre part, d'expliquer le drame que vivent les enfants immigrés de leur famille en Suède, afin que les autorités suédoises libèrent les milliers d'enfants immigrés qui sont encore en otage, qu'ils ont retenu présentement sans base légale. Ensuite, exposer les grandes lignes de la loi
régissant la garde des enfants et mineurs, loi sur laquelle se basent les assistants sociaux pour abuser des immigrés et leurs enfants afin que la loi soit connue de tous. À titre d'illustration, nous allons retenir le cas de mon fils Hans Quadro, qui a été retiré le 25 mai 2012, maintenu en captivité en dehors de toute procédure légale. Vous ne regardez que la famille le 17 janvier 2015, soit 2 ans et demi après. Donc, cette présentation se déroulera comme suit. Première partie, nous allons parcourir un peu le rapport de retrait. Deuxième partie, nous allons expliquer un peu les différents articles de la loi LVU. Et troisième partie, le rôle des acteurs impliqués. Quatrième partie, que gagne chaque acteur impliqué. Et cinquième partie, la Cour européenne des droits de l'homme. Comme je l'ai dit, mon fils a été retiré le 5 mai 2012 suite à un voyage qui était programmé en Côte d'Ivoire. Et dans le rapport de retrait, j'ai été accusé comme quoi j'ai fait entrave à la loi, que les assistants sociaux devaient rentrer en contact avec la mère biologique de l'enfant en Côte d'Ivoire, que j'aurais refusé. C'était un mensonge parce que les assistants sociaux avaient déjà le numéro de téléphone de la dame. Et de deux, on a arraché le passeport de l'enfant au moment du retrait. Et ce fait-là a été nié par le service social. Et après, le deuxième rapport, quand le ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire s'est adressé à la Suède, le rapport, tout est dans le livre, je vais le temps de le parcourir, et que c'est écrit, d'après le ministère des Affaires étrangères suédois, que l'enfant ne vivait pas chez moi et ne vivait pas chez la mère biologique, c'est pour ça qu'il a été arraché, retiré, pardon. Je précise, pendant son retrait, il vivait chez mon ex-concubine qui est une suédoise de race blanche. Parce que généralement, les rapports accablent les parents, comme quoi c'est la maltraitance. Mais mon fils n'était pas retiré pour un cas de maltraitance. Donc c'est des faux rapports. Et quand on parle de escroquerie morale, d'abord il faut qu'on s'entende sur les thèmes. Escroquer, c'est l'action de tromper la vigilance de quelqu'un à l'usage de manœuvres frauduleuses dans le but d'obtenir quelque chose. Donc c'est pour ça que je parle d'escroquerie morale. Les rapports sont faux, les témoignages sont de faux témoignages et la loi, d'abord la loi sur laquelle, il y a deux lois, les lois sur lesquelles se basent les services sociaux. Il y a d'abord la loi 2001-453 qui régit les services sociaux. Et à son article 13, j'ai fait une fascicule, vous aurez ça après. Et quand on doit retirer un enfant, il faut rédiger ce qu'on appelle un plan de soins détaillé, c'est-à-dire qu'une prise en charge médico-sociale. Ce n'est rien d'autre qu'un contrat qu'on écrit entre les parents et l'enfant. Donc, on établit la durée de séjour de l'enfant, les ressources qui seront mises à la disposition de l'enfant et on programme les visites entre l'enfant et les parents. Et quand on a fini avec la loi régissant les services sociaux que l'enfant est placé, donc on passe maintenant sur une autre loi qu'on appelle la loi régissant la garde de l'enfant et mineur. Et cette loi, c'est la loi 1990 2.52. Et à son article 13, c'est bien dit que le service social doit examiner cette décision une fois chaque 6 mois. Et à son article 13A, point 2, le service social doit communiquer tout le temps avec l'enfant, lui expliquer pourquoi il a été placé. Et à son article 13A, cette fois-ci, point 4, le service social doit être en contact permanent avec les parents, expliquer aux parents ce qu'ils comptent faire pour l'enfant. Et puis, l'article 14, paragraphe 1, dit que l'enfant a un droit de visite, enfin les parents ont un droit de visite chaque semaine. Et ils ont un droit aussi de contact téléphonique avec l'enfant chaque semaine.
à l'article 14.2, le service social peut prendre une décision d'interdire le contact entre le parent et l'enfant. Mais dans ce cas, il faut signifier cette décision au parent et déposer la même décision à la justice, puisque les parents ont le droit de faire appel de cette décision. Là, il y a l'article 20e qui parle de l'annulation de ce placement-là. C'est-à-dire quand on a jugé, enfin, après une étude, et qu'on voit que l'enfant, il n'y a plus de nécessité de le garder, en ce moment, il faut annuler cette décision. Ça, c'est l'article 20e. Et l'article 32, avant de placer l'enfant, il faut faire un bilan de santé. Donc voilà les différents articles. Mais dans la pratique, les assistants sociaux ne respectent pas ces articles-là. Dans le cas de mon fils, j'ai pu le rencontrer 3 fois pendant 2 ans et demi. Et les autres parents, là, on n'en parle pas. C'est-à-dire que vous pouvez passer 3 ans, 2 ans sans rencontrer votre enfant. Et quand on arrive à la justice, c'est une comédie, c'est-à-dire un simulacre de procès qui est organisé. Et quand vous résistez, on vous condamne. Et moi, j'ai été condamné à 12 000 euros. Avec les intérêts, c'est passé à 13 498 euros. Ce qui fait 8 850 000. Et après le prélèvement, je me suis rendu compte qu'il y a même 600 000 qui ont été prélevés de trop, qui n'ont pas versé la fête. Ça n'a pas été déclaré. Ça a été dans les archives que vous allez recevoir tout à l'heure. Et là, j'ai engagé encore une procédure, mais il ne veut pas toucher à ce dossier. Et bien avant ça, j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Et là-bas, le bureau du greffe n'a pas enregistré la requête. Et 6 mois après, nous avons reçu une décision comme quoi nous avons été déboutés. Mais dans la décision, le bureau du greffe qui a rédigé la note accompagnant la décision n'a pas été signée. Et cette note ne porte pas la signature, le nom du rédacteur. Maintenant, la décision pose problème. Le juge qui a pris la décision s'est référé à l'article 24 paragraphe 2. Et cet article dit quand un juge siège en formation de juge unique, ce juge-là doit être assisté de rapporteurs. Rapporteur, c'est au pluriel, au minimum 2. Tout à l'heure, vous voyez à la table de séance, au moins il y a 2 personnes qui sont assises. Donc quand vous prenez une décision, il y a d'abord la signature du juge et la signature des rapporteurs. Donc sur cette décision, d'abord la requête n'a pas été enrôlée. De 2, la note d'information qui accompagne la requête n'a pas été signée, ça ne porte pas le nom d'un rédacteur. Et de 3, la décision pose problème parce que la loi, sur l'article dont le juge a fait référence est en contradiction avec elle-même sa décision. Et donc nous avons saisi encore le président de la Cour européenne des droits de l'homme, mais nous n'avons pas obtenu gain de cause. Donc c'est la somme de toutes ces frustrations qui m'ont amené à écrire ce livre. Et j'ai encore saisi le président du Parlement européen, il m'a dit de saisir les obligés. J'ai saisi Transparency International, Amnesty International, Human Rights Watch, et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de suite. J'ai saisi la presse suédoise, je n'ai pas eu de suite. J'ai saisi le Premier ministre, puisqu'il a reçu un exemplaire de livre, le ministre de la Justice, le ministre social. Donc je comprends finalement qu'il y a un protectionnisme. Et donc c'est pour cela aussi que j'ai décidé de présenter ce livre, témoignage à la presse ivoirienne, afin que vous nous accompagniez dans ce combat, moi, parce qu'il y a beaucoup de milliers d'enfants qui sont retirés chaque jour. Et ça devient la routine. On détruit nos enfants impunément. Et voilà, quand on saisit la justice, c'est vrai qu'ils sont condamnés. Donc voilà un peu l'objectif de cette conférence. Vous, chers journalistes, en tant que relais et support d'information,
et de conscientisation de la société nécessite tout aussi l'accompagnement de nos autorités politiques et des forces vives de notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans ce sens, nous pensons particulièrement à Mme Dominique Ouattara, première dame, notre maman à tous, qui ne cesse de faire de la condition humaine, des conditions de vie des enfants, le cœur de son combat pour le respect des droits fondamentaux de l'homme. Nous lançons aussi un appel à Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nassine Batouré, à Madame le ministre d'État, ministre de l'Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamiso Kamara. En définitive, je tiens une fois de plus à vous remercier, chers frères, chers journalistes, pour votre sollicitude et votre attention soutenue. Que Dieu vous bénisse.